Pour que nature vive. Pour que nature vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Manger quelque chose d'animal n'a jamais été anodin pour l'homme. Donc si les algues venaient à disparaître, eh bien c'est toute cette chaîne alimentaire qui va aussi disparaître. Vous avez bousillé toutes les forêts en Europe et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas. On parle souvent de la qualité de l'air à Paris. Mais finalement, une partie de cet air se retrouve au pôle, dans l'océan, sur la banquise. Moi, j'appelle ça la mondialisation de la pollution. Si on veut atteindre nos objectifs de conservation de la nature, on n'y arrivera pas en faisant des petits ajustements de notre modèle actuel. Pourquoi l'humanité ne pourrait pas faire en sorte que notre planète soit habitable? C'est un choix de société, c'est à nous, citoyens, de le faire. Peuples autochtones, mémoire et richesse de notre espèce, avec Fernando Ramirez Rossi. L'adage veut qu'on en ait toujours besoin d'un plus petit que soi. Mais ce qui vaudrait partout dans la nature s'arrête à l'homme, car peu d'entre nous semblent considérer comme des égaux les pygmées Baka, une tribu qui vit dans les forêts du Cameroun et qui subit nombre de discriminations. Au fond, ce que nous projetons sur les Baka, de leur rapport à la nature, au progrès, à l'évolution, ça en dit long sur nous-mêmes, comme va nous l'expliquer Fernando Ramirez Rossi, auteur de Chez les Pygmées Baka, Voyage dans l'altérité, qui est apparu chez l'Harmattan. Monsieur, vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Alors, en introduction, je vous ai présenté comme anthropologue, mais en réalité, votre approche scientifique, elle vient de la paléontologie, et vous avez d'ailleurs effectué votre doctorat sous la férule du grand Yves Coppens. Quel lien y a-t-il entre ces premières recherches et les Pygmées Baka ? Oui, tout à fait. J'ai commencé mes études de recherche quand j'ai fait la thèse. C'était justement sur les hominidés du plus Pléistocène que Yves Coppens avait fouillé au sud-ouest de l'Éthiopie. Mais mon sujet de recherche, c'était sur la croissance. C'est-à-dire, l'homme se caractérise par rapport au chimpanzé, notre plus proche cousin, pour une croissance prolongée. C'est-à-dire, on atteint l'étape adulte vers 18 ans, quand le chimpanzé le fait vers 9 ans, 10 ans. Donc, cette croissance prolongée a été acquise au cours de l'évolution, mais on ne sait pas quand ni comment. C'est-à-dire ça a été acquise progressivement ou soudainement. Ça répond à une adaptation dans une période particulière de la croissance où ça concerne toute la croissance, depuis la naissance ou même la conception jusqu'à l'étape adulte. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les hominidés du plus Pléistocène, dirigé par Yves Coppens. Pléistocène, c'est une période qui va plus ou moins 3,5 millions d'années et en 8,8 millions d'années. Mais les fossiles que j'ai travaillés, c'était tous aux alentours de 3 millions d'années et jusqu'à 2 millions d'années de la vallée de l'Omo en Éthiopie. Et donc, ce que j'ai abordé, c'est de la croissance à partir de l'étude de l'émail dentaire. Parce que les dents, c'est les vestiges qui restent les plus souvent dans les fossiles. C'est la partie la plus dure de l'anatomie. Et donc, à partir des lignes de croissance qu'il y a dans l'émail dentaire, comme les cernes de croissance des arbres, j'ai commencé à travailler sur la croissance des australopithèques. Et ensuite, j'ai abordé l'étude de la croissance chez Homo heidelbergensis. C'est cette européenne à l'origine des Néandertaliens. Même j'ai travaillé sur les Néandertaliens ensuite, et aussi sur les bonobos, ces cousins très proches aussi des chimpanzés et de nous. Et on est arrivé à la conclusion que la croissance prolongée est un aspect très propre à notre espèce. Ça a été acquis récemment dans l'évolution. Mais ce qui nous a surpris le plus, c'est la diversité des croissances chez les fossiles, chez les hominidés du Pléistocène en général. Les australopithèques, les premiers représentants de notre genre, Homo, il y avait une diversité qu'on ne pouvait pas expliquer parce qu'on ne connaît pas les rapports entre diversité de croissance et différents environnements. C'est à ce moment-là que je quitte un peu la paléoanthropologie pour me spécialiser sur les populations d'hommes actuels. Et je deviens anthropologue biologiste. Et donc, j'ai dit, bon, pour comprendre ce rapport entre différents types de croissance et distincts environnements, il faut comprendre la diversité de la croissance de l'homme actuel et, bien sûr, les mettre en rapport avec l'environnement. Et donc, chez l'homme actuel, il y a une panoplie énorme de diversité morphologique. Et vous avez une extrémité, c'est les pygmées. C'est les populations avec la taille la plus réduite et qui habitent dans un environnement très particulier, que c'est la forêt tropicale africaine.
Et donc, je dis, je vais voir ce qui se passe avec la croissance chez les pygmées. Pourquoi ils sont petits? Parce que si la taille adulte, c'est le résultat de la croissance. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les pygmées pour voir les rapports entre croissance et forêt très humide équatoriale africaine. Et alors ces pygmées, parce que quand vous nous parlez du passé, il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de la croissance. Est-ce que là, on sait avec plus de certitude pourquoi est-ce que les pygmées sont aussi petits? Est-ce qu'on sait analyser ça de façon génétique? Est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est une endogamie qui est supérieure ailleurs? Est-ce qu'on a la réponse? Oui, je crois qu'on a apporté la réponse, justement. J'ai suivi entre 2007 et 2015 500 individus âgés entre 0 et 25 ans. Et j'ai pu déterminer que la taille réduite de ces pygmées-là, que c'est les pygmées Baka qui habitent au sud-est du Cameroun, résulte d'un taux de croissance très bas entre la naissance et 2 ans, 2 ans et demi. C'est-à-dire, pendant la petite enfance, il y a une croissance particulière chez eux. Mais ils naissent avec les tailles, disons, des populations standards, 50 cm et 3 kg plus ou moins. Et donc, on a pu déterminer ça, caractériser ces tailles réduites des pygmées Baka par cette croissance particulière pendant la petite enfance. On sait aussi qu'il y a des bases génétiques derrière, c'est-à-dire il y a quelques changements génétiques, soit un rapport avec l'axe de l'hormone de croissance, soit un rapport direct avec des gènes qui interviennent dans la taille adulte finale. Mais étant donné que ces processus de taux réduits de croissance se produisent pendant la petite enfance, ça coïncide avec les moments de l'allaitement des pygmées. Donc, la grosse question est que, on connaît qu'il y a des bases génétiques derrière la petite taille, mais on se demande est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence de l'environnement plus directe, c'est-à-dire l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, c'est-à-dire le lait maternel, présente tous les composantes nutritives nécessaires pour un bon développement, ou est-ce que peut-être il y a une défaillance à un certain niveau de l'alimentation qui fait que justement il y a ces taux de croissance réduits pendant la petite enfance. Pour le reste, c'est-à-dire à partir de 3 ans, la croissance des pygmées continue de façon standard, c'est-à-dire le début des règles chez les filles, c'est vers 14 ans et demi. La première reproduction, dans les plus précoces, c'est 16 ans, mais sinon la moyenne de la première reproduction maternelle, c'est 18 ans, pour les garçons, c'est 20 ans, et ils ne se distinguent pas du tout des autres populations humaines ailleurs. Et vous, évidemment, vous êtes là en observateur, vous ne portez pas de jugement et vous ne leur dites pas, comme la seule interrogation qu'on a, c'est sur le lait maternel, vous allez prendre du lait en poudre comme des Occidentaux pour voir si jamais ça vous fait rattraper la croissance. C'est pas votre rôle. Non, pas du tout. Non, justement, moi, ce que je dois faire, c'est de prendre le lait maternel et faire les analyses nécessaires. Bien évidemment, on se demande toujours, est-ce qu'ils vont accepter de me donner du lait maternel? J'ai déjà pris en 2019, j'ai apporté 40 tubes. Et quand je suis arrivé, j'ai dit que j'avais besoin de lait maternel. J'avais rempli les 40 tubes en moins de 24 heures. Et les mères continuaient à venir, à me donner encore de lait, mais je n'avais plus de tubes, alors ils s'étaient fâchés contre moi. Mais ce qui se passe, c'est que cette fille-là qui venait me donner le lait, je les connais depuis qu'ils avaient 10 ans. Et donc, il y a un rapport de confiance qui s'établit pendant des années de travail en commun, qui a une valeur inestimable. Aucun argent du monde peut acheter ces rapports de confiance qui s'est établi pendant des années de travail en commun. Alors vous avez établi un rapport de confiance avec eux, vous les considérez comme vos égaux et vous êtes dans une grande altérité. C'est malheureusement pas le cas de nombre de populations environnant les Baka au Cameroun ou dans les pays limitrophes. Beaucoup pensent que les Baka sont des sous-hommes. Alors je mets des guillemets à sous-hommes évidemment, mais c'est un peu les stéréotypes qui sont portés sur eux. Il y a des légendes urbaines comme quoi ils auraient du sang de chimpanzé. On projette un grand nombre d'idées fausses sur eux. Comment est-ce que vous expliquez cet ostracisme dont ils sont l'objet? Oui, c'est-à-dire on a du mal à l'expliquer parce qu'il faut savoir que les premiers contacts
d'un Européen, avec les pygmées en général. Il y a plusieurs groupes dans l'Afrique équatoriale africaine. C'est établi en juin 1865. Et à partir de ce moment-là, on a les registres de ce rapport compliqué entre les pygmées et les grands noirs, comme les pygmées appellent cette autre population qui ne sont pas pygmées. Donc, depuis presque 150 ans, on ne fait que constater ces rapports très particuliers, difficiles. Il y a des gens qui nous disent « Écoutez, vous êtes chercheurs, allez prendre le sang de ces pygmées et regardez la part des chimpanzés dans leur constitution anatomique. » Et après, bien évidemment, c'est toute l'exploitation, parce qu'ils les font travailler, ils ne sont pas payés. Enfin, voilà, on a tous les aspects qu'on peut imaginer. Tous les premiers anthropologues, ethnologues, explorateurs de l'Afrique au XIXe siècle, quand ils arrivent, ils trouvent déjà cette situation-là qui est très, très ancrée. Et c'est extraordinaire parce que quand on demande, en tout cas au pygmée Baka, quel est son récit de la gestation du monde, et justement dans ce récit de la gestation du monde, ils mettent déjà les grands noirs au-dessus d'eux. C'est-à-dire, ils nagent dans ces rapports disons, hiérarchique par rapport aux autres peuples, qui les conduit à accepter la situation, à ne pas se révolter. Et c'est parfois difficile, parce qu'on arrive là, on est là, un visiteur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très bouleversant d'être dans la situation concrète, mais en étant en même temps un étranger. Donc, toujours on se pose la question, est-ce qu'il faut agir? Comment il faut agir? Et c'est hyper difficile quand on se trouve dans cette situation-là. Si on était dans un fauteuil ici à Paris en train d'imaginer ce qu'on peut faire, c'est très facile. Mais être tout seul au milieu de la forêt face à des bandes différentes, ce n'est pas évident. Une des pistes qui pourrait peut-être aider à agir, c'est de mieux connaître. Parce qu'au fond, ce qui est d'assez intéressant sur les Baka, c'est que toutes les idées fausses qu'on projette sur eux, ça relève quand même d'un grand manque d'informations. Dans un monde moderne qui est obsédé par la mesure de tout, avec des puissances de calcul, des algorithmes qui nous donnent l'état d'une population à la décimale près, à la seconde près, sur les Baka, on ne sait pas grand-chose. On ne connaît pas leur espérance de vie, mais on ne connaît même pas leur nombre total. Qu'est-ce que cette méconnaissance un peu volontaire, au fond, vous inspire? Bon, cette méconnaissance répond aussi aux intérêts des pays concernés. C'est-à-dire, si les pays concernés considèrent que les pygmées ne sont pas des individus, par exemple, ils ne vont pas être inclus dans le recensement des populations. En plus, il faut savoir qu'en Afrique équatoriale, en tout cas pour le Cameroun, la brousse commence à quelques kilomètres en sortant de la ville, des grandes villes, Yaoundé, Douala. Et la brousse, c'est un endroit pas très chéri par les gens qui habitent dans la ville. Donc, ils ne sont pas intéressés pour ce qui se passe dans la brousse. Et je peux dire que là où je vais, l'État n'existait pas. Donc, pourquoi faire des recensements sur ces pygmées-là? Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. Mais il faut savoir aussi que cette idée de tout mesurer, tout ça, ça c'est très occidental. Une des inconvénients majeurs qu'on avait pour travailler chez les pygmées, c'était avoir des actes de naissance. Et il faut savoir que personne n'est intéressé dans la brousse africaine pour savoir quelle est la date de la naissance. C'est une préoccupation occidentale. On fête l'anniversaire. Dans la brousse africaine, ça n'a pas de sens. Même les pygmées, ils ne connaissaient pas leur âge parce que ce qui est important, c'est les capacités de chaque individu pour effectuer différentes tâches. Et c'est comme ça qu'on mesure si un individu a grandi ou pas. Et la méconnaissance des pygmées, c'est méconnaissance parce que nous voulons savoir des choses qui n'intéressent pas les peuples de l'Afrique. Donc c'est normal qu'ils ne les savent pas. C'est notre problème à nous. Alors,
Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, contrairement à vous, ne vont pas dans la forêt chaque année, ce sont quand même des zones moins enclavées que par le passé, parce qu'il y a des routes qui ont récemment relié les grandes villes aux villages des forêts où vivent les Bakas, ce qui a accéléré d'autant le commerce d'objets et pratiques dites, je mets des guillemets, de la modernité, y compris technologique. Je dis accéléré, ça arrivait avant, mais là ça va quand même plus vite que par le passé. Et force est de constater que ces nouveautés, elles plaisent beaucoup aux Bakas, et qu'il n'y aurait donc pas de tribus qui seraient en communion, comme on peut le penser parfois un peu naïvement, par essence avec l'état naturel du monde, et que certaines tribus seraient totalement insensibles au progrès galopant. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi ? Tout à fait, mais c'est les plus naturels du monde. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a beaucoup plus d'accès. Ça va et ça vient, parce qu'il y a eu un projet de mines de cobalt et de nickel au milieu de la forêt, mais avec la crise 2008, le nickel et cobalt a perdu de la valeur, ou en tout cas, c'est devenu très cher, et donc l'exploitation n'était pas rentable, et donc c'est arrêté. Mais à ce moment-là, il y avait, bien évidemment, beaucoup plus de contacts du monde externe avec les populations locales, là où je me rends. Mais bien évidemment, les Bakas sont friands pour quelques objets technologiques, surtout par les téléphones portables. Mais ça, je ne les différencie pas du tout de chez nous. Si on se rappelle, dans les années 90, personne n'avait un téléphone portable. Je crois qu'ici en Europe, du jour au lendemain, il y a eu une explosion des téléphones portables. Bon, ça, ils sont très friands pour les téléphones portables aussi. Et donc, c'est génial parce qu'on peut communiquer. Parfois, j'ai reçu un appel c'est très bizarre parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de couverture. Donc, il y a un satellite qui passe de temps en temps, dont on met les SMS sur le téléphone. Et quand des satellites passent, les SMS s'accrochent et comme ça, et ils arrivent jusqu'ici. Mais bon, oui, ils sont très friands pour ça. Malheureusement, l'autre chose qui l'attire beaucoup, c'est l'alcool. Très bon marché qui s'est développé depuis une dizaine d'années en Afrique. C'est des alcools synthétiques qui sont très poisonneux. Et malheureusement, ça, il les attire beaucoup. C'est-à-dire, voilà, la modernité a des bonnes choses et des mauvaises choses, comme partout, pareil. Ici, c'est pareil. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, ça peut nous surprendre parce que d'ici, on peut se demander, ah oui, les Bakas, ils habitent dans la nature. Ces rêves de nature, c'est nous, occidentaux. Mais pour eux qui ont la nature à côté, ils aimeraient bien parfois avoir des outils pour détruire un peu cette nature. Par exemple, si vous demandez à quelques groupes de pygmées qu'est-ce qu'ils veulent, c'est des écoles. Ils partagent avec nous cet intérêt pour l'éducation. Donc, nous, on est contents. Mais après, ils disent, oui, on aimerait bien des scies. Et là, pourquoi faire? Et pour abattre tous ces arbres qui nous gênent. Pour nous, occidentaux, on dit, ah, c'est pas si bien que ça. Et la troisième, c'est, on aimerait bien des fusils. Ah oui, pourquoi? Et pour chasser tous les animaux qu'on veut, on mangeait toute cette viande-là. Là, depuis notre regard occidental, moins content. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre ce désir de nature quand on habite en pleine nature que quand on habite dans un fauteuil très confortable, dans un appartement à Paris, avec la clim en plus. Donc voilà, c'est-à-dire c'est difficile de concevoir que c'est un autre monde, que c'est d'autres logiques, que c'est d'autres priorités, que c'est d'autres façons. Et c'est génial qu'il soit comme ça. Mais vous noterez quand même la mauvaise foi avec laquelle les Occidentaux portent un regard sur le fait qu'ils veuillent des scies pour déforester, parce que si ce podcast s'intitule « Pour que nature vive », c'est en référence au livre de Jean Dorst, et dans son livre, l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle montre des cartes des forêts en Europe au XVIe, XVIIe siècle, et on a nous-mêmes énormément déboisé pour faire des routes et des écoles, etc. Tout à fait, et justement, en Afrique, vous allez écouter beaucoup de gens qui vous diront « Écoutez, vous avez bousillé toutes les forêts en Europe, et maintenant qu'on veut nous couper les arbres pour nous développer, vous nous dites non, ne coupez pas. » Donc voilà, c'est tout un double tranchant, c'est des sujets très très difficiles. Il faudrait des grands débats avec des gens du terrain, parce qu'il faut dire aussi que j'ai croisé des gens qui allaient au Cameroun pour défendre la non-déforestation. Mais ces gens-là, je les ai vus dans l'avion et dans la navette qui nous amenait à l'hôtel. Et j'ai demandé, vous allez en brousse après? Non, pas du tout. On reste ici 3 jours, 4 jours à Yaoundé pour discuter tout ça. Mais vous n'êtes jamais allé en brousse? Non, pas du tout.
Donc ces gens-là, je m'excuse, mais quelle est la réponse qu'ils peuvent apporter? Ça va être très biaisé, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain. La réalité du terrain de la déforestation, c'est impressionnant, parce qu'il y a eu un changement énorme en 2010 avec la Lucas 1000, c'est une scie portative que n'importe qui peut la louer, aller en brousse, couper où on veut, comme il n'y a pas l'État. Et donc, c'est à ce moment-là que les pygmées sont embauchés pour transporter les billes. Les billes, c'est les morceaux de troncs très, très lourds depuis l'intérieur de la forêt vers les chemins. Et après, ce qui s'est passé depuis 3-4 années, c'est encore pire pour la déforestation, c'est parce que les gens se sont rendus compte que les pygmées connaissaient la forêt et ils savaient très bien où se trouvaient les différentes essences d'arbres. Et donc, ils me coupent, ils font des planches. Et voilà, ils ont commencé la déforestation à une vitesse folle parce que c'est les pygmées qui se mettent en place. Et voilà, mais évidemment, si vous restez à Yaoundé dans un hôtel, c'est toujours la même chose. Vous restez dans les fauteuils avec la clim, vous ne connaissez pas le terrain. Ne pas juger, ne pas pester, comprendre. Pour terminer cet épisode, on encense toujours la biodiversité dans la nature, mais on n'ose jamais parler de nos diversités biologiques humaines chez nous, de peur d'être taxé de racisme. Il y a tout de même bien des différences humaines qu'on pourrait valoriser. Vous-même, à la fois vous êtes un spécialiste des pygmées, mais vous connaissez aussi des tribus de plus ou moins géants. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai commencé à travailler maintenant avec les groupes nilotiques au Soudan, que c'est l'autre extrémité de la diversité de la croissance. Et tout à fait, il y a une diversité, bien évidemment, culturelle, on la voit facilement, mais il y a aussi une diversité biologique. Il faut se rappeler que notre espèce, Homo sapiens, c'est la seule espèce à avoir une distribution planétaire. Aucun singe anthropoïde, si vous regardez la carte de distribution des différentes espèces ou sous-espèces de chimpanzés et de gorilles, ils ont une région géographique très précise. Et même si vous prenez les hommes fossiles, vous voyez que les Néandertaliens arrivaient jusqu'au Loubeskistan, il était en Europe, ou que Denisova était plus vers l'Asie. C'est-à-dire qu'il y avait une distribution très restreinte par rapport à un autre qui est universel, sauf l'Antarctique. Mais ça parle de diversité culturelle, mais aussi de diversité biologique. Et justement, cette diversité biologique, il faut la comprendre, il faut la connaître, et il faut l'accepter, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme on a commencé avec l'infiniment petit pour terminer avec l'infiniment grand, vous sauriez me dire pourquoi est-ce que les géants sont géants? Non, là, malheureusement, je vais revenir d'ici à quelques années, parce que j'ai commencé à suivre en 2019 cette population, et malheureusement, le Covid m'a arrêté. Et j'avais pensé de me rendre en mois de novembre dernier, et c'est le coup d'État au Soudan qui m'a arrêté. Donc voilà, il y a toujours des contraintes en dehors de soi. Et j'espère reprendre cette étude en novembre de cette année, donc d'ici à 3-4 ans. Volontiers, je viendrai vous expliquer pourquoi ils sont grands, certainement, quels sont les processus de croissance particulière qui les caractérisent. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Fernando Ramirez Rossi, anthropologue biologiste, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.